Bonjour à tous et bienvenue sur un podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Dorian Appéré, qui est le CEO et fondateur de Titan Benz. Comment vas-tu, Dorian? Ça va super, écoute. Et toi, Jean? Très très bien. Merci de nous faire la chance d'être sur le podcast. C'est un honneur de t'avoir. On est content. On sait que tu as un planning qui est très chargé en ce moment avec les différentes activités que tu vas nous expliquer dans le podcast. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire qu'est-ce qui t'a mené au Web3? On sait qu'en général, on n'est pas forcément né directement dans le Web3. Des fois, on a une petite vie avant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été ton parcours avant de créer ta société? Bien sûr, aucun problème. Bah écoute, ça a été assez facile, hein. À la base, je suis un profil littéraire. Je suis quelqu'un qui est Ok, fan de langue. ok, J'ai toujours grandi avec cette idée-là de pouvoir, tu vois, aller discuter avec tout le monde, un peu l'esprit tour de Babel, tu vois, où je voulais pouvoir aller partout dans le monde, être capable de discuter avec tout le monde. Donc du coup, j'ai appris l'anglais, l'espagnol, le portugais. C'est les ok, principales langues bravo. européennes. Le latin aussi, mais c'était pour avoir les bases justement de toutes ces langues-là. Et en fait, tu vois, j'ai grandi avec, ma mère qui m'a toujours dit: «Il suffit d'une bonne idée pour transformer ta vie» et je suis resté bloqué là-dessus, en fait. Moi, c'est un truc qui j'ai toujours aimé la technologie, j'ai toujours aimé l'innovation et du coup, je me suis construit un peu de cette manière-là. J'ai fait un bac L, je suis parti après, il fallait quand même, que je me mette un petit peu dans l'aspect business, donc j'ai fait un BTS assistant manager parce que c'est un BTS qui propose un peu tous les aspects de l'entreprise, tu vois? On fait un peu de déco, un peu de mana, un petit peu d'RH, du marketing, ça touche un peu à tout. Donc, comme j'avais un profil très littéraire et j'avais pas ces petites connaissances, ces petits skills qu'il fallait avoir. Et ensuite, je suis parti réaliser un rêve que j'avais, c'était de partir étudier à l'étranger. Donc, je suis parti Ok, au Pays de Galles 1 an pour faire un bachelor degree en business management. Et après ça, je suis rentré et puis monde du travail. Monde du travail comme tout le monde. J'ai commencé par des jobs alimentaires. J'ai fait, du travail en hôtellerie dans un hôtel, 4 étoiles business justement pour continuer à travailler mon anglais, tu vois? Pas perdre, ce petit côté-là et après j'ai trouvé, un travail qui me plaisait bien. Je suis parti travailler, pour un technopole. Donc on faisait de wow. l'accompagnement de start-up. Leur objectif, au technopole, c'est de trouver des jeunes start-up. Ça peut commencer un peu à une phase encore plus amont que nous. Ça peut commencer vraiment à l'idéation du projet. On les aide à se maintenir, à se développer, à trouver les bons contacts. C'est un facilitateur avant tout. L'objectif, c'est que ces entreprises-là tiennent 3 ans. Parce que, on le sait tous, une start-up, généralement, ne dépasse pas le stade des 3 ans. Donc, je suis resté 3 ans et demi là-bas. J'ai découvert plein de projets passionnants. En fait, je me suis rendu compte que développer un projet, ça tenait beaucoup, surtout au courage qu'on mettait dedans. C'est pas une question de personne. Il n'y a pas de profil type de l'entrepreneur, tu vois? J'ai vu des gens qui venaient de la recherche, j'ai vu des gens qui venaient du chômage, j'ai vu tous les profils, tout ce qui pouvait exister et ces gens-là, ils sont pas plus bêtes que toi et moi, ils sont pas plus bêtes que ton voisin. Ils ont Mm. juste le courage de se lancer, de se dire: «Mon idée, il y a peut-être que mon idée va marcher» et ils se donnent à fond dedans, quoi. Ils se donnent à corps et âme j'ai trouvé ça passionnant, j'ai adoré ça. Mais au bout de 3 ans et demi, je me suis dit qu'il fallait que je change un peu parce que j'avais fait le tour du poste, j'avais fait le tour du travail et je suis parti du coup travailler dans une phase plus amont, tu vois? Alors toujours dans l'innovation, mais plus en amont. Je suis parti travailler pour un laboratoire de recherche, dans une école d'ingénieurs et j'y suis toujours en gros, c'est un Ok, laboratoire qui a pour spécialité tout ce qui va être les réseaux de capteurs, l'efficience énergétique et le traitement de données. Mais tout ça sous couvert d'IA, de robotique, tous ces trucs-là. Donc du coup, je suis dans vraiment une phase très, très amont avec des gens qui développent plein de petits projets. C'est pas des startups, mais tu vois, ils concentrent leurs recherches et du coup, je découvre un peu les technologies en amont, comment ça fonctionne et tout ça et tout ça. Et du coup, pour en revenir un peu au Web3, en 2021, c'est en 2021, j'ai commencé à plonger. C'était juste après le crash de Luna. Moi, je ok. connaissais le Web3, je connaissais Bitcoin, j'en entendais parler, mais je m'étais pas noyé dedans, tu vois. J'avais trempé le doigt, j'avais déjà acheté un peu de crypto-monnaie pour me marrer, mais j'en avais rien fait, je l'avais perdu, je l'avais dépensé. Pour être tout à fait franc, ma première transaction sur la blockchain, je me suis fait scam, tu vois. Ouais, super. J'ai Bienvenue. même Ouais, j'ai même pas eu le temps, tu vois. J'ai ouvert un wallet fantôme, je voulais acheter un NFT parce que je le trouvais super beau, j'ai bien aimé le truc. J'ai mis mes soldes dessus
Et en fait, en ouvrant le wallet Phantom, j'ai reçu un NFT de base et qui disait: «Ah, venez récupérer votre récompense». Et comme moi, je m'étais armé dans le Web3, j'avais tout fait bien, hein. J'avais un burner, j'avais mon wallet principal, j'avais un wallet token. Je m'étais dit: «On va s'armer, trois wallets, ça va tout bien». Et en fait, j'ai vu le truc, je me suis dit: «Oh cool, Phantom, il nous reward parce que tu viens d'arriver». Tu sais, je m'attendais à avoir un SBT, quelque chose de rien de bien grave, quoi. Bam, j'ai acheté, allez hop, je me suis fait drain. Premier truc, 3 sols, drain. J'ai pas dépensé 1 € sur la chain. Mais non, waouh! Mmh. Ah, super, super. Comment être bien accueilli dans le Web3? Ouais, mais ça m'a fait marrer en fait. Et là, ce qui était vachement bien, c'est que ça a été hyper formateur. J'ai compris tout de suite dans quoi j'ai mis les pieds. On est vraiment au Far West, quoi. C'est vraiment chacun cherche son or et puis bah à chacun de faire gaffe à ses arrières, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc, du Mhm. coup, tu nous parlais dans ta présentation. Est-ce que tu as fini la présentation ou est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, 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 pour moi c'était à peu près bon. C'était juste expliquer que bah là j'en arrivais, comment je suis rentré dans le Web 3. Ouais. Là, je me suis mis au scam et après du coup je me suis intéressé un peu plus, tu vois. J'ai mis le nez un peu plus profondément dedans. En parallèle, bon, moi, ce qui me faisait marrer, c'était les NFT. J'adore l'art, donc du coup, tu vois, ma OK. grand-mère tenait un magasin de cadres. Donc du coup, j'ai toujours grandi avec des cadres, des tableaux. Et le NFT, je trouvais que c'était vachement sympa, l'art numérique. Bon, je sais très bien que j'allais pas gagner d'argent dessus, hein. Je suis pas fou. Je m'attendais pas à trouver le nouveau Bored Ape ou des choses comme ça. C'était juste pour me marrer. Et à côté de ça, bah, j'achetais du BTC, j'achetais de l'ETH, j'achetais deux, trois shitcoins par-ci, par-là pour OK. avoir de quoi me couvrir un peu plus tard. OK. Bon, bah, c'est une bonne transition. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui commencent en général par les crypto-monnaies, le Bitcoin, puis après un peu la période NFT. En ce moment, c'est un peu les mêmes. Et puis après, ils se rendent compte qu'il y a d'autres choses derrière et puis ils continuent à explorer. Et puis ils développent leurs idées sur la blockchain. Et toi, tu as développé ton idée sur la blockchain. Tu disais en intro, bah, c'est important d'avoir des idées et on se nourrit de nos idées. Et toi, tu as une idée. Est-ce que tu peux nous expliquer justement bah, comment elle est née cette idée de créer un univers, etc. Tu peux nous en dire un peu plus? Ah, cette idée, elle est née d'un pari un peu fou parce qu'en fait, je suis ami d'enfance avec Taz. On se connaît depuis qu'on est branleur. On devait avoir 3 ans quand on s'est rencontrés, tu vois. Mais non, Et, incroyable cette histoire. ça fait longtemps qu'il sait que je veux lancer un truc. Lui aussi, il voulait lancer un truc. Et puis on se challengeait des fois autour d'une bière pour rigoler. Tiens, si on s'amusait à trouver en fait un projet. On démarrait un projet, puis on se demandait est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'il serait Web plus Web 3 plus Web 2? On essayait de lancer le truc, quoi. Et en fait, tout est parti au moment où Bitcoin a commencé à s'envoler là cette année au mois de mai. On a commencé à discuter de ça et puis il m'a lancé le pari. Il m'a dit, écoute, si dans 15 jours Bitcoin n'est pas descendu en dessous des 35K, on lance un truc. Et au final, on a repris l'exercice qu'on faisait jusqu'ici. On a repris l'idée, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait lancer, qu'est-ce qui nous plairait bien. Et on est parti sur le jeu parce que moi, je suis un grand gamer, j'ai toujours adoré jouer. Bon, je suis un grand gamer, je vais sûrement froisser tous les fans de PC. Moi, je suis un grand gamer console, mais, mais j'ai toujours une console, tu vois, j'ai toujours grandi avec une ou plusieurs consoles chez moi. Et je me suis dit, tiens, un jeu vidéo, ça pourrait être marrant. Puis à ce moment-là, je découvrais le projet de Samy avec Cross the Ages. Donc du coup, Ouais. j'étais assez à fond dedans. J'aimais bien la mécanique, je trouvais ça cool. Et là, on est parti sur ce terrain-là. Il fallait faire quelque chose, quoi. Donc on est parti de l'idée de faire un jeu vidéo. Alors on a pris 10 000 facettes. Tu vois, au début, le jeu, il avait rien à voir du tout. Moi, ce que je voulais faire, c'était faire s'affronter les communautés NFT OK. ou projets Web3 tout simplement, hein. Mais je voulais créer un jeu qui soit justement en lien, tu vois, le lien entre les deux, parce que on le voit souvent, tu vois, dans les partenariats, etc. Moi, quand je suis dans les communautés NFT, on le voyait souvent ces petits jeux-là entre communautés où ça se trash talk et tout, où ça joue un peu sur X. Et nous, on voulait se positionner entre les deux pour être celui qui compterait les points, tu vois. Bon, on a bien réfléchi, c'était pas un modèle économique viable, c'était tricky. Il y a quelque chose à faire, hein. Si quelqu'un veut lancer le projet, franchement, je suis même prêt à faire un call Il y a pour de donner tout ce l'idée. qu'on a travaillé dessus parce que ça peut être hyper fun. Mais nous, on s'est orienté plus du coup sur un profil un peu plus jeu vidéo pur où on va faire un truc qui onboard tout le monde en fait. On voulait se positionner vraiment au, au carrefour entre le Web 2 et le Web 3, un peu comme les gens qui sont amusés à développer Internet il y a quelques années de ça. On voulait vraiment que les gens puissent découvrir le Web 3 grâce à notre jeu. Donc du coup, on a lancé Night on Base et ce projet-là, c'est plus l'idée de reprendre en fait un livre qui m'a marqué moi quand j'étais petit. C'est un livre dont vous êtes le héros.
où il y avait une infinité de possibilités. En fait, on te donne une baseline et puis après, tu as des choix. Et tu choisis, tu vas à telle page, tu vas à telle page, tu interagis, tu lances le dé et tu as de la chance ou tu pas de chance. Et moi, j'ai adoré ce concept-là et je me suis dit: «Tiens, c'est marrant parce que, en fait, ce truc-là, ça a jamais été plus développé que ça, quoi». Alors qu'on est aujourd'hui à l'ère d'internet, bah, c'est facile de faire une version internet. Alors il y en a, hein, j'en ai découvert depuis, au moment où on est à l'idéation, j'avais pas connaissance. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y en avait. Mais nous, on a trouvé, derrière l'idée et on s'est dit: «Tiens, on va le développer un peu plus. On va partir plus sur un donjon de Nailbug qui est une autre référence, de mon enfance et on va reprendre ce concept-là, mais on va le moderniser et on va le rendre accessible à tout le monde». Donc du coup, on a pris, la plus grosse peine. En fait, c'est toujours comme ça que ça marche, hein, dans l'innovation. Il faut prendre quelque chose qui fait froncer les sourcils aux gens et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à Cardiff, tu vois? C'est un prof en innovation d'ailleurs, en marketing et innovation qui était très fort là-dedans et qui disait qu'à partir du moment où tu fronces un sourcil, c'est qu'il y a une innovation à faire, tu vois? Et c'est à partir de D'accord. l'exemple tout bête, hein, tu te coinces le doigt de pied sur ta table, tu as mal au pied, c'est énervant et bah, c'est qu'il y a un truc à faire, c'est que la table elle est pas optimisée, tu vois? Il manque un truc et bah, nous on s'est dit: «Qu'est-ce qui manque dans cet univers-là?» et on a regardé un peu comment c'était composé et en fait, on s'est rendu compte que le problème principal au jeu de rôle, bah, c'est le maître du jeu. Parce que le maître du jeu, c'est un travail qui demande énormément de travail en amont. Il faut que la personne elle connaisse tout l'historique du jeu, qu'elle prépare les quêtes, parce qu'elle doit savoir, où elle veut t'emmener, tu sais? Plus ou moins. Il faut qu'elle connaisse toutes les spécificités du jeu, toutes les petites règles, les faces cachées et cetera et du coup, on s'est rendu compte, bah, que ce truc-là, qui était, qui est quelque chose de compliqué à mettre en place et qui fait que, bah, tu peux pas jouer au jeu de rôle quand tu veux, en fait. Il faut avoir toujours quelqu'un avec toi. Bah, nous, on peut le remplacer. Aujourd'hui, on a des IA et je pense qu'on arrive à un stade de maturité de l'IA qui fait qu'on est en capacité d'avoir ce rôle de maître du jeu, mais assuré par une IA. Donc on a Incroyable. monté une équipe, on a trouvé toute l'équipe qu'il nous fallait et puis aujourd'hui, bah, on développe cette IA-là qui va permettre aux gens de jouer à un jeu de rôle que nous, on va développer, dans l'esprit Donjon de Nullbuck. Incroyable. Et donc, du coup, l'idée de base, je l'ai bien compris. Si aujourd'hui, je veux accéder au jeu, si aujourd'hui, je veux utiliser ta solution, comment ça se passe? Et bah, pour aujourd'hui, tu vas pas pouvoir parce qu'on est toujours en train de le coder. Ah, On est tu en phase teases, c'est bon ça. mais on y arrive, hein, on y arrive. Là, la database est prête. On commence à attaquer les IA. C'est ce qui va être le plus gros du travail, en fait, les IA, parce que, bah, c'est facile de dire: «Il y a une IA qui gère ça», mais c'est pas ChatGPT qui va gérer ça. On va pas juste connecter ChatGPT au jeu. Il y a tout un modèle, IA qui est en train d'être développé derrière. En fait, on va Waouh. construire une armée de petites IA. Il y aura, une IA qui aura une tâche toute simple à faire et des superviseurs d'IA et d'autres superviseurs et encore d'autres et ce qui va faire que du coup, tu auras vraiment une infinité de possibilités parce qu'on peut non seulement les greffer, le modèle est retravaillable et on peut aussi, changer les paramètres pour qu'elle puisse donner plus ou moins de liberté. Donc pour en revenir Mmh. à quand est-ce que tu vas pouvoir jouer, ça va venir assez vite. Dans l'idée, normalement, si tout suit bien et qu'on est bon, pour février, il y a un POC qui sort, Trop bien. POC très rapide. L'idée, c'est de pouvoir jouer, allez 15-20 minutes. On pourra toujours jouer plus, hein. Si les gens veulent itérer, rester itérés, ils pourront très bien. Maintenant, la quête qu'on va proposer, nous, si tu la suis, assez bien, tu arrives à 20 minutes de jeu, quoi et grosso merdo, bah, ça arrive, C'est ouais, pas sûr. février. En fait, l'idéal serait qu'on puisse le présenter à CryptoXR. Ça, c'est bientôt, hein? C'est Ouais, bientôt. C'est un beau challenge. c'est un défi très short, hein. On est sur une baseline très, très short, mais si on peut le faire, la deadline, si on peut tenir la deadline à CryptoXR, on pourra proposer à tous ceux qui le souhaitent un lien pour aller essayer le jeu chez eux tranquillement. Ah, trop cool. Bah, force à vous pour tenir vos objectifs. En tout cas, j'en doute pas une seule seconde. Et merci d'avoir un petit peu teasé parce que du coup, maintenant, on est impatient de pouvoir tester. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'approche que tu as utilisée? Donc, tu expliquais qu'il y avait un petit peu on va dire, de Web 2, Web 2.5 avec une approche un peu IA, blockchain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment t'es venue l'idée de mixer un petit peu tous ces univers, toutes ces générations en fait de technologies et quels vont être les avantages du coup pour les joueurs? Et bah, tout simplement, en fait, à la base, on voulait, que le projet soit full Web3. On était parti sur une idée très Web3
Et Ok. en réfléchissant un peu, on s'est dit: «C'est dommage» parce que, en fait, on a discuté un peu avec nous les rôlistes qu'on connaît et on s'est rendu compte qu'il y en avait très, très peu, tu vois, qui avaient des notions sur la blockchain, sur l'IA, ils savent un peu comme tout le monde, on sait un peu ce que c'est, mais sans trop savoir, tu vois? C'est bizarre, c'est un univers encore un peu flou pour ces gens-là et nous, en fait, on s'est dit: «Bah, en fait, c'est dommage de perdre, de ne pas perdre parce qu'on les atteindrait pas, en fait». Il faut qu'on trouve un moyen de les onboarder et donc on a décidé de faire un projet web 2.5 parce que, comme ça, on va pouvoir les onboarder et on va pouvoir aussi leur laisser le choix à ces gens-là. En fait, ils auront pas l'obligation d'avoir un wallet parce que pour être passé par là, tu vois, quand tu connais rien, un wallet, c'est un peu froid, il faut comprendre comment ça marche, il faut faire ton KYC, enfin tous ces trucs-là, c'est Mais il y a des pas barrières. ouais, si tu pas une attractivité, si tu pas une appétence à aller dedans, c'est vite, tu vois, c'est vite une barrière en elle-même, en fait. Et c'est tant mieux, hein, il faut des garde-fous. Mais nous, ce qu'on va proposer du coup, c'est de faire un wallet abstraction. C'est-à-dire que les gens se connecteront avec une adresse mail, ils auront un wallet qu'on va leur dédier. Si la personne veut pas du tout s'intéresser au Web3, elle veut juste rester se marrer sur le jeu, bah, c'est pas grave. Elle en fait, elle aura jamais à interagir avec ce wallet-là, il existera, mais juste pour l'aider. Et si un jour, cette personne-là veut soit se créer un wallet ou prendre possession de son wallet, et ben, elle en aura tout à fait la possibilité. On va essayer de Wow. se positionner vraiment en tant que facilitateur. Le but, c'est que, les gens qui sont intéressés, si un jour, bah, tu vois, ils se rendent compte dans le Discord, dans nos communications que: «Ah bah, ouais, en fait, mon asset que j'ai eu là, celui-là, je sais qu'il est assez dur à avoir. Je pourrais peut-être le minter sur la chain et puis l'avoir en physique, quoi, vraiment qu'il m'appartienne» et bah, ce truc-là, on va le rendre possible. Ok, donc c'est super smart d'avoir décidé de, voilà, de mixer un petit peu les deux, parce qu'effectivement, on se rend compte encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup trop de barrières pour les gens de sauter directement dans le Web3, beaucoup de freins, et donc du coup, toi, tu as décidé vraiment de prendre position sur un mix entre les deux, et je pense que le format hybride est actuellement le meilleur format. Vous êtes combien à travailler dans ton entreprise? Vous êtes plusieurs, toutes les idées viennent de toi? Tu peux nous expliquer un petit peu? Ah, il y a beaucoup d'idées qui viennent pas de moi, hein. Enfin, qui viennent, de moi dans l'idée où je lance, le truc et puis en fait on itère tous ensemble ce projet-là, on le construit d'abord avec l'équipe et dans l'équipe, on est actuellement 7. Ah oui, quand Donc il y même. a moi, Taz qui est COO, Arthur qui est notre CM un peu fou. On a 2 devs, un back, un front, Ok. un illustrateur et je compte Mathieu Chassagne qui est notre advisor, mais un advisor plus plus, qui nous aide beaucoup, sur beaucoup de tranches parce qu'en fait, il y a beaucoup enfin pour nous, il y a des phases qu'on connaît, tu vois? On en entend parler, on sait comment ça marche, mais c'est toujours pareil, il y a la théorie et la pratique. Quand on Ouais, est dedans, totalement. c'est différent et du coup, on a Mathieu Chassagne, je le compte dans l'équipe, il est plus advisor, il intervient, ponctuellement, mais son travail est quand même assez nécessaire, donc on est 7 dans l'équipe pour moi, avec Mathieu Chassagne et après tout le reste de l'équipe, ouais. Et comme je disais, Wow. bah, du coup, les idées viennent pas forcément de moi. Des fois, je dis: «Tiens, est-ce que vous aurez pas une idée?» Enfin, il manque un truc, il faut qu'on développe un truc là-dessus et puis tout le monde balance ses trucs. Tout le monde dans les équipes, il y a pas de barrière, tu vois? Le graphiste peut proposer des idées qui touchent au dev et inversement et tout le monde va travailler ensemble et on développe, on mature nos idées ensemble. On regarde, est-ce que celle-ci est bonne? Est-ce que vous préférez celle-ci, celle-là? Bon, quand c'est trop compliqué, c'est moi qui tranche, mais sinon, le reste du temps, quand ça se fait en douceur, on avance ensemble. Ouais, génial. Grosse équipe, en tout cas, 7 pour un projet qui est en naissance. C'est vraiment une belle équipe. Vous avez mis en place des choses incroyables. Bravo, bah, bravo à ça. Et vraiment, encore une fois, force à vous pour continuer. Ça fait toujours plaisir de voir l'écosystème grandir avec des nouveaux projets, des nouveautés, des projets hybrides comme tu lances avec voilà, différentes choses derrière. C'est vraiment incroyable. Et revenons un petit peu sur le sujet. Tu disais aussi que vous avez rajouté l'IA. Donc ça, c'est quand même assez formidable directement dans un jeu. Donc pour la partie bah, des maîtres du jeu, est-ce que tu peux nous expliquer, tu nous l'as dit d'une certaine manière, mais peut-être aller un petit peu plus en profondeur, c'est quel va être le rôle de ces maîtres? Est-ce ils vont avoir ce rôle quoi d'arbitre? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En fait, l'IA aura pour rôle de te faire suivre ton jeu. C'est lui qui va te faire vivre ton expérience. Ok, Ouais, l'IA va être chargée avec, tout ce que nous on va lui donner, hein, tous les spécificités du monde qu'on est en train de créer, tout l'univers.
Il va avoir les règles de l'univers, elle va connaître les personnages, leur caractère, la façon d'interagir avec les personnages. Parce qu'on veut mettre un peu un système comme Baldur's Gate 3 où quand tu discutes avec quelqu'un, et bah, soit tu lui parles bien et ça va coller, tu vas avoir des points bonus avec lui, soit tu décides de l'envoyer bouler, ce qui est tout à fait possible. Hein. Nous, le but, c'est vraiment que tu fasses ce que tu as envie. Et bah, si tu l'envoies bouler, tu vas avoir du karma négatif avec lui, en quelque sorte. Et du Ok. coup, bah, elle vient réguler et enregistrer ces paramètres-là à chaque fois pour que tu puisses avoir une expérience qui t'est propre. En fait, elle vient vraiment suivre ce que tu fais, enregistrer tes choix et t'en proposer qui sont en lien avec ce que tu as fait précédemment. Le but, c'est qu'elle se rappelle toujours de ce que tu as fait pour pouvoir te proposer une expérience encore plus poussée. Ouais, génial. En fait, pour Et te mettre en situation, on va avoir plusieurs choix. Tu vois, tu vas te retrouver, ça va être un jeu textuel avant tout, hein, je ne l'ai pas dit, mais ça va être pour le moment, ça va être un jeu textuel. Et tu vas lire ton paragraphe et à la fin, on va te proposer 3 options. Donc tu auras 3 options prédéfinies, plus un carré blanc dans lequel tu pourras rentrer toi-même ton les prompt, réponses. qui sera en Ok. fait ta décision. Et l'IA, en fait, elle va te suggérer les 3 itérations les plus simples. Si jamais tu sais pas trop, tu pas trop d'idées sur comment interagir, ou alors, bah, tu pourras rentrer toi-même ton prompt et l'IA va s'adapter. C'est là en Donc, fait, c'est là qu'on a besoin d'une IA qui soit assez poussée parce que, bah, il faut qu'elle soit en capacité de se rappeler de ton choix et surtout d'aller piocher dans les éléments contextuels qu'elle a pour, te proposer quelque chose de cohérent. donc, chaque joueur aura son IA, entre guillemets, qui sera adapté à lui et qui va l'accompagner tout au long. Ouais, en quelque sorte, ouais. Waouh, incroyable. Ça fait une sacrée machine de guerre que vous êtes en train de mettre en place. Ouais, c'est une sacrée machine de guerre, c'est beaucoup de travail. C'est énormément de Ouais, travail à développer. Mais j'imagine. on a pris un mec qui est très, très chaud là-dedans. C'est vrai? Bon, bah, Ouais, qu'il ouais, déchire. ouais, ouais. Et justement, je l'aime bien parce qu'il me fait penser un peu à mon travail, tu vois? Il m'envoie des articles scientifiques à chaque fois qu'il trouve un truc: «Tiens, j'ai trouvé un article scientifique, tu en penses quoi?» et puis, bah, du coup, je lis l'article: «Ah bah oui, tu sais, il y a ça, cette idée de technologie-là, on peut la reprendre, on peut refaire ça, on peut travailler ça comme ça» et lui, il passe son temps, il a vraiment le nez dedans. Je sais pas comment il fait pour être autant là-dedans, mais il est à fond sur GitHub, il bouffe du Gitbook toute la journée, plus, il va sur les databases, accessibles pour avoir tout ce qu'il trouve, sur l'IA et sur les modèles IA qui peuvent être proposés et derrière Trop bien. il code super bien, quoi. Un vrai passionné, quoi. Ouais, ouais, un vrai passionné, ouais. Ouais, ouais, Ah, ça fait on est plaisir. sur un Asana et puis il avance bien vite. Il avance bien vite. Même si à son goût, ça va pas assez vite, moi je trouve qu'il bosse très, très bien. Bah, bravo en tout cas à lui, puis qui continuez comme ça vraiment ensemble. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez, conçu l'économie autour de votre jeu? Parce qu'on sait que c'est jamais évident de faire de l'argent dans les jeux. Comment vous avez mis en place tout ce système? Je sais qu'il y a un système de crédit, système de NFT ou sur la partie Web3. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus sur toute cette partie? Ouais, bien sûr. Alors, pour le moment, tout ce que je vais évoquer là est à mettre entre guillemets, hein. On n'est pas encore sur le product market fit. Donc, Ouais, bien pour le sûr. moment, on a des idées, on va les tester. On verra bien si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, on se réajustera. En fait, le but, c'est de rester polyvalent. Mais, en l'état, en fait, on aimerait qu'il y ait un abonnement sur le jeu OK. qui serait, tout d'abord en freemium parce qu'on veut que les gens puissent jouer gratuitement, hein. Mais qu'il y ait un abonnement aussi un peu plus premium pour que les gens puissent avoir accès à plus de ressources, des trucs un peu plus personnalisés, un modèle peut-être plus poussé parce que c'est pareil, actuellement, il faut qu'on gère la puissance de calcul. On peut pas se permettre de donner 100 à tout le monde. Ça viendra, mais pour l'instant, on ne peut pas et après derrière un petit token in-game qui permettra de faire des achats, un peu comme les V-Bucks. Donc on est parti sur cette option-là pour le moment. On a d'autres options, hein. On a l'option d'avoir un token full Web3, donc un peu l'équivalent d'un meme qui permettrait de faire vivre la communauté, plus un token dans le jeu, où les 2 seraient reliés. Il y aura les NFT qui permettront aux gens d'avoir, des assets et de les revendre ou non, c'est comme ils le souhaitent, mais de donner une valeur au moins du coup à leur travail. Et après, bah, le reste, on a plein de petites, features qu'on va développer. Et pour le moment, j'ai pas trop envie d'en parler parce que si je c'est ça reste encore très, 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 très natif. On n'a pas poussé l'idée plus que ça. Il faut qu'on évalue ce que ça va donner en termes de product market fit
Ouais, c'est clair. Mais des idées, il y en a des milliers en fait. On cherche, on va chercher et puis surtout on va trouver avec la communauté parce que le but, c'est aussi que le modèle qu'on propose convienne à la communauté. Mmh. Justement, c'est bien d'arriver sur le sujet de la communauté. On sait que c'est important quand tu lances un jeu d'avoir une communauté. Comment vous arrivez à la stimuler? Comment vous arrivez à vous nourrir de leurs idées pour peut-être développer le jeu? Est-ce que vous avez déjà une communauté qui est fidèle? Tu parlais d'un Discord, j'imagine qu'il y en a peut-être une partie de la communauté qui est dessus. Comment ça se passe? Bah, pour le moment, on a une petite communauté, donc qui nous est fidèle, hein. On Bravo. interagit, on poste, très régulièrement sur les réseaux, hein. Sur X, on est très présent. On OK. s'est lancé sur, LinkedIn aussi pour, les profils un peu plus pro, sur Instagram pour avoir un peu plus l'aspect web 2 et on cherche à développer cette communauté. Pour le moment, on leur propose, bah, des petites expériences. Tu vois, Arthur, je sais que tous les dimanches, il propose un petit tweet interactif où on met une histoire qui suit un peu ce que pourra proposer Night and Base. On va te mettre dans une situation et puis Trop tu auras bien. des choix. Et la communauté vote ce qu'ils décide et puis l'histoire continue de semaine en semaine, tu vois, avec les choix précédents. On a plein de petites itérations. Là, on va rentrer, sur une partie un peu plus constructive pour la communauté parce qu'actuellement on avait pas grand chose à leur délivrer. Là, on va commencer à pouvoir leur proposer des petits trucs sympas. Donc on va mettre, peut-être un peu de farming season, une petite farming season pour faire plaisir aux gens, reward aussi ceux qui se sont engagés dès le début et puis, bah, leur donner quelques petits avantages. Donc il y a plein de modèles, hein. On est à terme, on va leur proposer aussi de faire du dessin parce que l'avantage d'avoir un jeu textuel, c'est que c'est très imaginaire. En fait, on propose, aux gens de visualiser eux-mêmes. Ils vont voir leurs personnages à leur manière, ils vont voir un peu tout ce qu'ils veulent comme ils le souhaitent, parce qu'il y a pas de on va pas imposer de photos, on va pas imposer il y aura quelques photos, hein, pour les personnages clés, pour mettre un peu de background, pour que les gens puissent voir un petit fond, s'imprégner de l'univers. Mais on mettra des concours d'artistes, on va faire plein de petites choses. Là-dessus, c'est Arthur qui présentera tout ça sur Twitter en temps et en heure. Mais il y a plein de petites idées qui sont dans les tuyaux pour, justement que la communauté se sente aussi, propriétaire de ce jeu-là parce que c'est avant tout pour elle qu'on fait ça. Nous, ça nous fait marrer, c'est très drôle, mais on veut surtout que la communauté se reconnaisse dans le projet. Donc C'est si important. si on manque ce pas-là, bah, on peut dire qu'on n'aura pas réussi notre projet, ouais. Ah, c'est important, de pouvoir les stimuler et puis de voir enfin, qu'ils se sentent un petit peu, plus qu'un petit peu, mais vraiment complètement dans cette communauté, dans le jeu et un acteur majeur. Ça, c'est vraiment important pour eux et puis pour la fidéliser. Donc, grosse pression sur les épaules de Arthur, alors c'est ça? Ouais, ouais, si C'est si top. si 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 je dois lui pinguer un message, ouais, ouais, Arthur, prépare-toi parce que tu vas avoir beaucoup de boulot, ouais. Oui, oui et en fait, on a surtout cet avantage-là, tu vois? On est encore petit, le jeu, il va rester dans la version du POC, du moins, il va rester assez simple. On veut juste présenter les features principales et du Ouais, coup, le but, c'est justement de backtester tout de suite, d'avoir un retour client le plus vite possible. Il faut se confronter au marché, le plus tôt possible et là, on va pouvoir s'adapter à ce que nous dise la communauté, quoi. On est encore un petit studio, on peut clairement se permettre d'écouter la communauté et même plus tard, en fait, ça restera une ligne directrice. Il faut que, d'une manière ou d'une autre, la communauté ait son mot à dire. ouais, c'est sûr, On c'est on leur sûr. laissera on leur laissera tout à fait la place pour s'exprimer, pour, donner leurs idées, des opinions et pourquoi pas même reward ceux qui ont des idées sympas pour le projet, en fait. On se doute bien qu'il y a des gens qui vont être plus créatifs que nous, qui en jouant au truc vont se dire: «Ah putain, ils ont pas pensé à ça, moi j'aurais bien vu ça». On va prendre le truc et puis on va évaluer l'idée. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est pas bonne? Et si elle est bonne, on la met en place. Si elle marche et ben, on rewardera la personne parce que, grâce à elle, le projet a avancé. Ouais, bah, c'est vraiment très, très smart, hein. Toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont, bah, comme moi, impatientes de pouvoir tester le jeu et pouvoir, bah, vous accompagner quelque part aussi un peu dans le développement parce qu'on pourra donner nos idées et tout. Bah, n'hésitez vraiment pas, hein. C'est important de partager les idées parce que souvent quand on a la tête dans le guidon, bah, ou quand on joue sur des jeux, on se rend compte qu'il y a des améliorations possibles, surtout au début. Il faut vraiment partager au maximum ces informations, il ne faut pas avoir peur parce que ça apporte toujours bah, d'une plus-value et ça c'est indéniable. À quel point justement les aventures déjà elles vont pouvoir être personnalisées? Est-ce qu'ils vont pouvoir eux enrichir leur univers à leur manière? Est-ce qu'ils vont pouvoir soumettre un petit peu des choses au niveau des situations? Ils auront enfin, à quel point ils vont pouvoir un petit peu personnaliser l'aventure? Alors pour le moment, on va les tenir dans le cadre qu'on va créer, Super. pour des raisons techniques. C'est dans la roadmap. À terme, on va leur proposer eux-mêmes,
d'intégrer leur lore, en fait. Ils pourront créer leur lore, leur univers s'ils le souhaitent et le modèle d'IA s'appliquera du coup, à leur univers à eux. Le but, c'est que, Génial. bah, si toi, tu en as envie, dans quelques temps, tu pourras, toi-même créer ton univers, ton jeu, avec tes personnages, tes règles, tout ce que tu as envie et notre modèle d'IA, bah, s'adaptera à ton jeu et tu pourras du coup intégrer le truc. Donc là, on part sur une version vraiment full personnalisée. La personne pourra faire vraiment ce qu'elle a envie. Pour le moment, c'est pas techniquement réalisable, donc on va proposer un cadre qui sera, celui qu'on est en train de présenter sur nos réseaux, celui qu'on met en avant partout, avec un univers un peu déjanté, où il y a plein d'autruches, où les chevaliers se battent avec des brosses à dents, où on retrouve des dodos fous, enfin, tous ces trucs-là, tous ces petits codes qui sont là parce que en fait, bah, nous, c'est ce qui nous fait marrer, et je pense que c'est aussi, quelque chose de très important. Le jeu vidéo à la base, c'est du divertissement. On est là pour rigoler. Je veux pas que les gens se cassent la tête avec un truc trop compliqué. On va faire des règles simples, peut-être un peu déjantées, mais totalement facile, totalement accessibles à tout le monde et les gens se marront dedans et après, on va adapter l'univers pour ces gens-là aussi, tu vois? Avec leurs attentes. Si on voit, que sur X, il y a un personnage qui fait un tabac, bah, peut-être qu'on trouvera moyen de lui donner un peu plus d'importance, tu vois? On a toujours cette possibilité-là et le joueur, lui, a dans notre univers, totalement la possibilité de faire ce qu'il a envie. Puisqu'il a, cette petite barre en fait qui est magique, ce petit carré magique qui va lui permettre de rentrer son choix, d'écrire autant de lignes qu'il veut, tu vois? Et s'il se retrouve face à un mage par exemple, il va pouvoir dire au mage, «Salut, je suis un tel, je fais ci, je veux aller là, j'aime bien tes pouvoirs, ils ont l'air cool, qu'est-ce que tu en penserais?» Et le personnage va interagir avec lui en fait et il peut rester discuter des heures s'il a envie avant d'avancer, quoi. Il peut vraiment avoir une vraie conversation avec le personnage et au moment où il se dit: «Bon, je continue ma quête, j'avance», il avance. Voire, il peut décider de faire mener une autre quête à côté, tu vois? Incroyable. Mais, toujours en ayant cette possibilité-là de faire ce qu'il a envie. Il y aura quelques barrières, on va pas mettre un monde 100 en vert, on va rester dans les règles de bienséance quand même. Mais, il faut que les gens quand même puissent, bah, créer un peu, leur personnage, leur lore à eux, tu vois? Leur personnage sera le caractère du moins de leur personnage sera propre à eux et c'est eux qui vont définir en fait avec leurs choix, avec, leur manière d'interagir. Est-ce qu'ils sont plus courageux? Est-ce qu'ils ont tendance à être plus stratèges? Tu vois? Est-ce qu'ils se brûlent tout de suite ou est-ce qu'ils préfèrent, réfléchir un peu avant? Est-ce que, il va plus interagir avec tel personnage parce qu'il se reconnaît plus dans cette faction? Tu vois? Il y a plein de petites choses et qui fera que, bah, du coup, si toi tu allumes le jeu et que ton voisin allume le jeu, bah, vous aurez pas le même personnage du tout parce que, bah, le personnage sera le reflet de ce que tu as envie ce que tu as envie d'incarner et pareil pour ton collègue, c'est son personnage incarnera ce que lui il a envie d'incarner. OK, ultra ultra clair. La question que je me pose, c'est quand on développe un jeu comme ça, est-ce qu'on rencontre des défis au quotidien ou de temps en temps? Est-ce que vous en avez rencontré? Est-ce que vous en rencontrez plus? Comment ça se passe? Parce que, voilà, pour les personnes qui sont pas du tout de la partie, bah, tu te dis: «Waouh, développer un jeu, mais c'est vraiment très, très difficile». Quels sont les plus gros défis que vous avez actuellement ou que vous avez eus? Le plus gros défi, tout d'abord, il est technologique Ouais, parce que les idées c'est bien, mais les mettre en œuvre, c'est toujours plus compliqué et la première chose, ouais, la première chose sur laquelle on s'est heurté, c'est le technologique parce que, bah, tu vois, il faut un modèle qui puisse en capacité. Nous, on avait testé un peu de notre côté sur ces quelques IA, des modèles très simples et on avait des problèmes d'itération, tu vois? On commençait le jeu, ça marchait très bien et au bout de 4-5 itérations, le jeu, tournait en rond. Il comprenait plus ce qui s'était fait avant, il avait et en fait, tu te retrouves vite bloqué parce que, bah, du coup, ça a plus de sens. Si tu avances et que le jeu a oublié ce que tu as fait 3 choix en arrière, OK. bah, tu te marres plus, quoi. Donc du coup, ça a été une grosse barrière technologique. Après, c'est beaucoup, beaucoup de créativité. Ça demande, du jus de cerveau, à foison parce que, bah, il faut être full créatif. C'est vraiment un exercice. Alors moi, j'adore ça, hein, c'est un exercice que j'adore, faire des sessions lore avec mon équipe, j'adore faire ça. D'autant plus que je fais jamais avec les mêmes personnes, tu vois? Et je les fais jamais de la même manière. Parfois, on travaille ensemble, on crée un truc, on imagine un peu une quête, on imagine un peu un scénario et on le fait ensemble. Mais des fois, on va commencer la réunion, puis je vais leur dire: «En fait, aujourd'hui, on va faire ça asynchrone» et puis on fait une réunion et on débriefe ensemble. Chacun, amène son idée, tu vois? Parce que, bah, travailler ensemble, c'est bien, mais on construit ensemble. Alors C'est qu'à clair. l'inverse, quand on est en asynchrone, on a 2 voix parallèles et puis quand on se rencontre, quand on se heurte et ben, on peut comparer aussi les idées, voir qui a pensé quoi
Et souvent, on a une brique qui se crée qui est plus intéressante parce qu'on se rend compte que on avait peut-être passé à côté de quelque chose, on n'a pas assez développé une idée et on la remixe. Et du coup, ça devient un peu un autre défi, c'est d'avoir une vision qui plaise à tout le monde, dans l'équipe, dans la communauté. Et c'est une grosse, c'est un gros défi. Et enfin, si je dois en donner un dernier, le dernier, c'est d'essayer de limiter mon CM parce que travailler avec Arthur, c'est très bien, mais il a tellement d'idées que des fois, je me réveille le matin, je suis bombardé sur mon WhatsApp. Je sais même pas de quoi il me parle. Il m'envoie des phrases et des phrases et des phrases et des idées et des idées. Et du coup, bon, c'est c'est Il presque dort le pas plus la gros nuit, défi, c'est de Arthur? lui dire Ça se passe stop, comment? calm down. Ça se passe comment? Il n'arrive pas à dormir la nuit ou Je sais pas à quel moment il dort. Je sais pas. Je pense qu'il doit vivre un peu comme Cristiano Ronaldo. Il fait des micro-siestes de 20 minutes par-ci par-là. Ah Parce ouais. que je suis Ah bah c'est bombardé à toute heure du jour et de la nuit, quoi. bah, Je ça pense fait que plaisir en tout cas. à terme, j'essaierai de lui apprendre le droit à la déconnexion. Je pense que c'est important. Et donc, du coup, Arthur, on en a parlé, donc vous avez une équipe de 7. Vous êtes Ouais. 3 cofondateurs avec Taz et Arthur. Pour les personnes qui souhaitent se lancer, ou qui se lancent comme toi, comment ça se passe la relation justement avec des entrepreneurs avec qui tu te lances? Est-ce que toi, tu les connaissais, alors Taz, tu le connaissais depuis très longtemps? Comment tu as su t'associer avec eux? À quel moment tu t'es dit, OK, avec eux, ça va le faire plus qu'avec d'autres? Comment on analyse cette partie-là? C'est difficile hein, de s'associer avec des bonnes personnes. Et ouais, c'est la partie la plus complexe. Moi, c'est quelque chose qui me faisait peur un peu le recrutement parce que, on sait jamais, on sait vraiment jamais si on fait un bon choix ou non. Après, c'est du feeling, c'est énormément de feeling, là-dessus. Celui que je dois remercier, c'est Taz. Il a fait un travail incroyable, parce qu'il a trouvé tout le monde, en fait. C'est lui qui a trouvé, chaque personne qui est là, hein, et en fait, comment ça a fonctionné? Ça a été très bête, hein. On a fait des interviews entre nous, on a discuté, on a rencontré les personnes et plus on onboardait des gens avec nous, on les invitait aussi, au rendez-vous pour voir si ça matchait, si le feeling matchait. On a débriefé ensemble et en fait, ça s'est fait, assez naturellement. On a trouvé les gens, quand on a vu qu'ils avaient la compétence, bon OK, c'est une chose la compétence. On a vu est-ce qu'ils ont l'appétence? Est-ce que, ça fitera aussi avec le reste de l'équipe? Et très naturellement, en fait, tout s'est imbriqué très, très simplement. On a trouvé un peu de monde et puis on a travaillé ensemble et on a testé. On a fait une réunion, sur le projet avec la personne pour voir est-ce que, elle se sent dans le projet? Est-ce que nous on la sent? Et ça a marché, assez facilement. Je vais pas trop m'en plaindre. Maintenant j'ai mon équipe et je pense qu'on est pas mal là. À mon avis, on va pas bouger avant un petit moment. On bougera quand il y aura plus de ressources pour avoir un peu plus de devs, un peu plus C'est d'illustrateurs clair. et en l'état, déjà pour la phase où on est de la roadmap, on va rester avec l'équipe qu'on a. Elle est très, très bien et on Et quel avance est ensemble. l'objectif justement sur cette roadmap? Tu fais bien d'en parler. Donc là, ça fait à peu près 6 mois que vous êtes lancé, que vous développez le jeu, hein, si je comprends bien. Ouais, C'est, 6 mois entre l'idéation et maintenant, ouais. ouais, ça allait très très vite. Quel va être l'objectif justement pour les 6 prochains mois? Donc j'ai compris que l'objectif c'était Crypto XR, voire quelques semaines après pour la première sortie de la première version. Puis après, quelle est l'idée un peu de la roadmap? À quel moment vous allez être prêt? À quel moment peut-être vous allez lever des fonds? Est-ce que tu as une vision un petit peu sur les prochains mois? Plus que sur les prochains mois, ouais. Ouais, On lit un j'imagine peu bien, loin. mais Pour le moment, je pense que ouais, la roadmap, on peut l'étaler facilement sur 5-6 ans. bravo. Actuellement, l'objectif, c'est le POC. Donc ça va être, là, c'est vraiment notre objectif premier. On est à fond dessus. En parallèle, il faut qu'on développe la communauté. Une fois que le POC est lancé, tout de suite, on va commencer à chercher à travailler beaucoup plus, l'aspect communautaire pour que les gens, puissent, itérer ensemble, développer leurs idées, proposer, tu vois, aussi leur expérience. J'aimerais bien, moi, aller sur X et voir des gens qui montrent leur choix ou qui Mm. qui qui rigolent parce qu'ils sont tombés sur un truc totalement improbable, ce qui va arriver, hein. Il va y avoir des trucs totalement improbables et du coup, ça va être, un gros objectif, mais derrière, une fois que le POC est lancé, le but, c'est le plus vite possible de rattraper un maximum de feedback pour nourrir un peu, l'expérience et préparer tout de suite une V0 qui sera beaucoup plus complète. Donc l'objectif de cette V0, c'est pour aller, on se laisse 6-7 mois de plus, hein. On essaye de revenir avec une V0, d'ici l'été
Trop bien. le temps qu'on ait des feedbacks, qu'on puisse coder, qu'on développe d'autres features et après ça, on va avancer le jeu, on va essayer de faire une version 2D, tu vois? Moi, j'aimerais bien faire une version un peu Pokémon-like. Tu te promènes dans un univers très simple, tu vois? Avec des petites maps et puis tu peux interagir, tu vois les personnages, tu développes ton truc pour à terme basculer sur une version 3D. Pourquoi pas ouvrir du PVP aussi, hein, si on peut mettre une version multi où tu peux jouer avec tes potes ou contre tes potes. Tu vois? Toutes ces petites choses-là, ça fait partie de la roadmap, on essaye d'avancer là-dessus. C'est toujours dans les cartons, c'est pas l'objectif premier. Si je dois parler de levée, on y pense, on est en train de réfléchir. On verra si on peut lever, pourquoi pas en 2025. Mais c'est pas, c'est pour le moment en tout cas, on n'est Ouais, pas en nécessité de lever pour avancer sur le POC, pour avancer sur le début de la V0. Le lever, elle va venir au moment, en fait, où on va avoir une grosse, base user parce que, bah, c'est là que ça va commencer à chiffrer en termes de puissance de calcul. Ouais, c'est bien vu parce que souvent, bon, on en voit pas mal, hein, des personnes qui veulent lancer leur entreprise. Ils ont juste une idée, et puis avec l'idée, ils disent, bon, je vais déjà essayer de lever des fonds, puis après, on verra si j'arrive à faire quelque chose. Toi, c'est beaucoup plus smart. Tu dis, OK, on va déjà développer quelque chose, on va voir si ça fonctionne. En même temps, on va lever des fonds et on va avoir une croissance saine. Et ça, c'est vraiment bien. C'est comme ça que les meilleures boîtes fonctionnent et se développent par la suite. Super, super intéressant. Super On n'a pas trop intéressant. le choix de toute manière, moi, c'est ce que j'ai vendu à mon équipe aussi. Je leur ai promis qu'on n'allait pas faire n'importe quoi. Là, la levée, tu Sur vois, le comme long on terme, en parlait, en effet, c'est important. Moi, dans l'idée, je veux arriver avec quelque chose, leur dire: «Bah, voilà ce qu'on a créé aujourd'hui, voilà à quoi ça ressemble. Voilà pourquoi je vous demande de l'argent». Parce qu'en fait, la levée, il y en a beaucoup qui pensent que c'est facile de lever. C'est très compliqué. bien sûr. C'est un exercice, pas facile et surtout, en fait, il faut garder en tête que mais personne te doit de l'argent, en fait. Personne te doit de l'argent. Donc c'est à toi d'aller le chercher et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'avoir déjà un premier truc à leur montrer, leur dire: «Voilà, on n'a pas travaillé pour rien. Aujourd'hui, ça fait 6 mois qu'on travaille gratuitement et bah, si demain vous nous donnez la possibilité, moi je vais pouvoir, payer mes gars un peu plus, je vais Ouais, pouvoir totalement. recruter du monde en plus et du coup, on va accélérer, en fait, on va gagner du temps». Il faut que la levée, elle ait un sens viable aussi et comme tu disais, il faut que ça soit sain. Donc nous, on va pas lever plus que nécessaire et si lever il y a, on va lever, quand on aura quelque chose à présenter pour lever. Ouais, il faut avoir un maximum de valeur aux yeux des gens parce qu'il y a tellement de concurrence dans la levée des fonds et c'est de plus en plus compliqué, tu l'as dit toi-même, qu'effectivement, il faut que tu sois différent des autres et que tu apportes plus de valeur que les autres. Si tu es au même C'est niveau exactement que les ça. autres, tu ne feras pas de différence. Donc c'est bien. Euh, reparlons un petit peu ou parlons un peu en profondeur de l'univers voilà, que tu es en train de mettre en place, que vous êtes en train de mettre en place. D'où est venue cette inspiration parce que, bon, on ne l'a pas encore trop dit, mais tu as parlé un peu d'autruche, tu as parlé de brosse à dents, tu as parlé de choses. Les gens ils sont en train de se dire, hein, dans le même univers, oui, Ouais. c'est un univers où on parle de chaos. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement l'univers Knight on Base, savoir un petit peu comment ça se passe? Ouais, bien sûr, tout à fait. Alors du coup, bah, c'est, un univers totalement what the fuck. On est reparti nous, la grosse inspiration pour cet univers, c'est la création de Pen of Chaos. C'est dans le donjon de Nullbuck, en fait. On s'est dit: «Putain, qu'est-ce que c'est drôle ce truc-là». Il faut il faut qu'on reste dans cette ligne-là parce que déjà, nous, dans notre esprit, on est très très what the fuck. On adore tout ce qui est déjanté. Si Cool. si si je travaille et que je me marre pas, moi en fait, je travaille pas, moi je procrastine. Si je peux pas me marrer, je procrastine. C'est mon plus gros défaut et du coup, on a commencé à rigoler là-dessus, on est parti, tu vois? Au début, je voulais faire un projet à peu près sérieux, j'ai demandé à Arthur: «Mets un peu de what the fuck, pas trop, il faut qu'on soit, tu vois, fun and serious». Je voulais rester sur cette baseline-là et puis, en fait, on a commencé à lever une bride, 2 brides et puis à la fin, on s'est retrouvés, tu vois, avec des autruches et des brosses à dents. Et cet univers-là, pour revenir à l'univers en lui-même, en fait, l'idée, c'est de partir d'un monde médiéval parce que c'est marrant, on trouvait ça fun, nous, cet univers-là, un peu médiéval, tu vois? Ça colle aussi un peu à l'univers, roleplay que les gens connaissent. Donc on est resté sur cette baseline-là et tu vas démarrer en tant qu'héritier du château. Donc tu es le prince, tu vois? Tu es amené à être le leader suprême de ce royaume-là et du coup, bah, tu es dans un univers qui, pour le moment, est cohérent. Il y a juste un outil qui est un peu bizarre, c'est une télécommande universelle. On sait pas trop comment elle est arrivée là, on sait pas trop pourquoi elle est là. On sait juste qu'il faut pas la toucher. C'est un truc, c'est une relique qu'il faut pas toucher, c'est écrit, partout, il faut pas la toucher
Et en fait, pas de bol, un jour, il va se passer un truc et puis quelqu'un va itérer avec cette télécommande magique, technocommande universelle, avec laquelle il fallait surtout pas itérer. Et Aïe. là, on part dans un upside down totalement déjanté, où en fait, tu es plus héritier du château, ton père, c'est le SDF du village, tu vois? Il passe son temps à picoler et du coup, tu passes dans une tranche totalement différente, en fait. Tout est totalement déréglé. La personne justement qui était le SDF du village est devenu le roi du château. Le château qui était, richissime n'a plus un copec, enfin, tout s'est renversé et là, tu rentres dans un truc totalement what the fuck, tu vois? Avec des personnages totalement délirants, avec des règles que tu vas pas comprendre au début parce que c'est assez bizarre, mais on mettra des petits trucs. On aidera les gens, il y aura des manuels, il y aura tout ce qu'il faut pour que les gens puissent, comprendre les différentes itérations. Incroyable. Bah, quand tu dis ça, ça donne vraiment envie encore plus de tester et ça tease encore plus. À quel point pour toi, tu l'as dit, si c'est pas drôle, tu procrastines, mais à quel point pour toi l'expérience utilisateur, expérience des joueurs est important quand elle est fun? Je pense que c'est, au plus haut point parce que, moi je veux que les gens se marrent en fait. Je veux que les gens passent un bon moment sur mon jeu. L'idée c'est que tu puisses y jouer, tu vois? En fait, c'est surtout ça. C'est qu'on est reparti du fait de se permettre l'affront de retirer le maître du jeu et de le remplacer par une IA. Ça sera toujours mieux avec un humain, hein. Il y a toujours plus de choses, ça c'est sûr. Pour ceux qui font l'expérience des jeux de rôle, ils le savent, c'est beaucoup plus drôle avec un humain. Maintenant, on va essayer de faire une IA qui soit aussi drôle qu'un humain et surtout Génial. que tu aies la possibilité de jouer quand tu as envie, en fait. Tu vois, la personne, elle est, entre midi et 2, elle a une journée de merde, elle a passé 4 heures en réunion où elle s'est fait chier comme un rat mort. Elle allume Night and Base et elle peut jouer pendant qu'elle mange, tu vois? Elle peut avancer sa quête pendant qu'elle mange et là, elle va se marrer. Nous, on va lui offrir cette petite tranche de divertissement, tu vois? Pareil, tu es dans le bus souvent le matin, pour ceux qui font l'expérience des transports en commun, les gens tirent la gueule, enfin, C'est par ennuyant. moment, tout le monde est comme ça sur son téléphone. Ah, toi, tu seras comme les autres sur ton téléphone, mais au moins tu vas te marrer, tu vois? Ah, super intéressant. Bah, effectivement, ça permet aussi ouais, d'apporter de la lumière, on va dire, dans la vie des gens et quand tu commences ta journée déjà avec le smile aux lèvres, c'est quand même Ah, complètement c'est toujours différent. plus cool, ouais, c'est toujours Ah, plus c'est cool. quand même très cool et puis Puis ça ça permet va aussi, apporter de l'adrénaline, c'est bien. ouais, et puis mine de rien, en fait, le fun, le fait de se marrer dans un jeu fait que tu t'y attaches beaucoup plus. Tu vois? Tu prends beaucoup plus d'affection sur le jeu parce qu'il te fait pas trop galérer. Alors le but, c'est pas qu'il soit facile, hein. Il faut que les gens soient au courant, hein. Il y aura quand même, des trucs. Si tu y vas en mode full KO, tu peux, c'est tout à fait possible. Attention parce qu'il y a peut-être un moment où tu vas te faire rattraper, tu vois? Ouais, c'est Mais, clair. mais au moins tu vas te marrer et ça c'est le principal parce que, du coup tu vas t'attacher à certains personnages, tu vois? Il y a certains personnages qui seront très drôles, d'autres qui seront moins drôles, mais, qui auront chacun leur bout de caractère et puis, tout ça, tous ces petits éléments mêlés ensemble vont faire que tu vas t'approprier l'univers et à la fin, ça va être ta maison, tu vois? Que Night on Base sera chez toi, tu vois? Ce sera là où tu vas passer la plupart de ton temps, donc c'est important que ça soit un endroit qui soit incroyable et drôle. Donc, Et c OK. Trop impatient par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la partie événements? Je sais que tu nous as parlé de Crypto XR. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est justement important de participer à des événements pour rencontrer des gens, rencontrer potentiellement ton futur public, tes futurs utilisateurs, peut-être même des gens qui vous suivent déjà? À quel point c'est important justement les événements? Moi, je trouve que c'est même central, en fait, parce que, il faut être confronté un peu à la communauté, il faut être confronté aussi aux investisseurs, il faut être confronté à d'autres projets et moi, je trouve ça hyper intéressant, tu vois? La crypto XR, pour moi, c'est, un événement clé déjà, pour l'aspect Web3. On sait qu'il y aura, tu vois, 80 de l'écosystème sera là-dedans. On va retrouver toutes les personnes dont on entend parler toute l'année et c'est l'occasion aussi, tu vois, d'avoir ces personnes-là de manière plus accessible. On peut discuter autour d'un verre, on peut se croiser, discuter 5 minutes, on peut aller sur leur stand. Il y a une relation qui se crée comme ça et nous, à terme, on veut aussi que les gens puissent vivre l'expérience KOB en dehors de leur smartphone ou de leur PC. On veut que les gens puissent se rencontrer, qu'ils discutent entre eux, pourquoi pas qu'ils fassent des vraies parties, tu vois? Avec pour le coup, un MJ, un maître du jeu qui soit humain et qu'on mettra à disposition s'il le faut. Mais il faut aussi, tu vois, qu'il
il y a un lien qui se crée entre les personnes parce que c'est aussi comme ça, on est des êtres humains, on est des êtres sociaux et il faut de l'interaction humaine quelque part et le but, c'est de créer à terme que nous-mêmes, on puisse créer nos propres événements. On va commencer par des petits events, tu vois? On va louer, je sais pas moi, un restaurant, un bar, on organisera un truc, les gens pourront venir boire un coup, on Génial. offrira un verre à tout le monde et puis on jouera, on discutera, on fera les cons et je trouve ça essentiel parce que, bah, c'est une façon aussi de montrer qu'on est là pour eux et surtout on est là pour durer, tu vois? On n'est pas je suis pas un j'ai pas envie de faire un up and down où on va hyper le truc, on va hyper blinder, ça marche très bien, il y en a plein qui le font, hein. Ils hypent des beaux projets et au final ils livrent 10 de ce qu'ils ont promis, le projet se casse la gueule, les mecs prennent la caisse et ils se cassent. Moi, c'est pas du tout mon objectif. Moi, je veux que les gens se marrent, je veux qu'on puisse itérer ensemble, je veux que grâce à ça, en fait, on devienne tous un peu, ouais, ça va faire très sectaire, mais membres de la communauté, tu vois? Je veux que tout le monde puisse, se rassembler et surtout, Une bah, que ça famille, quoi. crée du lien. Ouais, c'est ça, pourquoi pas, tu vois? Pourquoi pas mettre après à terme qu'il y ait des entrepreneurs qui viennent chez nous, qui proposent leurs jeux aussi et que nous on les aide, par retour d'expérience, tu vois? Ça peut être ce genre de choses-là. Par exemple, si on fait des concours de dessin, bah, tu vois, on va aussi repérer, hein. Nous, on saura qui est bon en dessin, qui est pas bon. Alors pourquoi pas nous recruter déjà du monde? Et de 2, s'il y a des gens, d'autres projets qui ont besoin, bah, on leur dira: «Attendez, nous on a tel graphiste qui est dans ce type de d'art-là, qui correspond à ce que vous cherchez à développer. Tiens, on te propose un call», tu vois? Être un peu le liant aussi entre les gens. Ouais, c'est clair. Ça doit être passionnant quand tu commences à voir justement cette communauté se développer autour de toi par rapport à une idée de base qui était à la base une idée que tu es en train de développer, qui est de plus en plus grande, la communauté autour, les événements qui se font. Puis tu vois tout ça qui grandit et ça passe d'un petit noyau à un noyau de plus en plus gros, moyen, énorme et tout. C'est très, très intéressant à suivre. Tu parlais tout à l'heure du KOB, juste avant. Est-ce que tu peux nous en dire Ouais. plus aussi sur le KOB? Donc, le KOB, c'est la monnaie de l'écosystème, si je ne dis pas de bêtises. Comment Ah, elle va être maintenue, comment elle va augmenter de valeur, en n'utilisant pas des mots trop techniques, parce qu'on sait qu'on peut vite aller non, sur on va le rester dans technique. le vulgarisé. Non, non, je suis Exactement. d'accord. Donc, quel rôle il joue, ce KOB? Rolijou, bah, ça va être en fait, ça va être, la pièce maîtresse de l'économie. Le KOB, ça sera le jeton in-game qui permettra d'avancer, en fait tu pourras tout faire avec. Tu pourras aller chez le marchand, bah, tu paieras en KOB. Tu pourras, aller, dans notre marketplace à nous pour acheter des assets, tu paieras en KOB. Tu vois? Ça va être la monnaie économique du jeu. Pour le moment, elle sera très simpliste. On est en train de définir la tokenomie justement, c'est quelque chose qu'on Mhm. travaille avec Mathieu. Et là-dessus, bah, Mathieu Chassagne va nous accompagner sur, qu'est-ce qu'il faut faire. Attention, on va essayer de créer un système, déflationniste au maximum avec à terme, pourquoi pas, tu vois? Moi, j'aimerais bien que le jeu évolue dans le sens où, quand on aura une vision 2D peut-être, 3D, j'en sais rien, à quel moment de la roadmap ce sera le plus pertinent, mais j'aimerais bien qu'à terme, on puisse aussi ouvrir ce monde-là aux gens, tu vois? Que les gens puissent, devenir, je sais pas moi, propriétaires de leur terrain sur KOB. Ouais, tu auras ton Waouh! terrain et avec du jeton KOB, bah, tu pourras acheter ton terrain, acheter ton fonds de commerce et lancer ton commerce, tu vois? Et quand les joueurs viendront, ils seront obligés de venir chez toi parce que nous, on n'ouvrira que des tavernes, tu vois? S'il y a des tavernes, elles seront ouvertes que et tenues que par des joueurs et les gens viendront payer chez eux, tu vois? Et nous, on fera un système, je sais pas, pourquoi pas un système d'impôt comme une TVA où la personne va nous donner du token et ce token-là ira directement dans un burner pour être brûlé et comme ça, c'est assez vu qu'on brûle l'argent et que, bah, par définition, sur la blockchain, on va le limiter et bah, plus ça va y aller, moins il y en aura. Donc on va créer une déflation dans ce sens-là, plus, bah, d'autres petits aspects qu'on va travailler pour maintenir le cours, surtout, c'est le plus important. Mais on va se protéger aussi, en fait. Le KOB sera pas un mème. On va pas le mêler directement à tout l'écosystème, tu vois? Il servira surtout in-game. Il aura une valeur tangible in-game et après, s'il faut, pour, avoir un truc plus communautaire, on créera un autre token qui lui sera le token fun du jeu. Mais, il aura pas tu vois, il aura pas un impact sur l'économie réelle du jeu. D'accord. Et les joueurs, au fur et à mesure où ils progressent, ils auront la possibilité, grâce à cette monnaie, d'acheter des choses. Est-ce qu'ils auront la possibilité aussi de gagner des KOB au fur et à mesure où ils Oui. progressent? Oui, 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 Ok. oui, en fait, on va mettre en place, des quêtes, cachées, on va mettre en place des easter eggs, on va mettre en place plein de petites choses
de la farming aussi, hein, il y aura du farm. Et en fait, en fonction de ce que la personne veut, tu vois, il y a des gens, moi je connais des gens, ils se butent à Warframe. Warframe, c'est un jeu où clairement l'objectif du jeu, c'est de farmer toute la journée. Tu vois, tu fais la quête, la même mission des milliers de fois pour avoir un maximum de trucs pour pouvoir crafter tes items, parce qu'on va le proposer aussi du craft d'items. Tu vois, il te faudra par exemple 2 morceaux de bois et 4 morceaux d'acier pour faire un couteau, tu vois, des choses comme ça. Et bah, pour ça, pour obtenir du bois, bah, il faudra aller dans la forêt et couper du bois. Couper du bois, bah, après il faudra mieux être équipé parce que dans la forêt, il y a du monde, tu es pas tout seul. Il peut t'arriver des bricoles, tu vois ce que je veux dire? Et on va leur poser plein de petites missions comme ça et à chaque fois, on fera en sorte que les gens puissent, avoir, une petite reward, tu vois? Du paiement, qu'ils puissent aussi, bah, si la personne elle est, full aventure, elle veut absolument tout découvrir, elle a tué 10 000 monstres, elle a tout looté, bah, elle va aller dans la taverne, elle va pouvoir revendre pour avoir du jeton. Il y aura plein de petites choses, tu vois? Si tu arrives à trouver un easter egg, petite reward en KOB, si tu arrives à mener une quête compliquée, pareil de la reward en KOB, tout ce genre de choses-là, en fait. Et l'histoire, il y a pas une histoire aussi avec les titres absurdes ou quelque chose comme ça? Si, Si? si, on va mettre des titres alors, ouais, à titre absurde, bah, ce serait l'équivalent de ce qu'on peut appeler les trophées, en fait. Et Ouais. tu vois, ce sera, il y aura des quêtes totalement what the fuck et quand tu seras what the fuck, bah, tu auras ton petit trophée, tu vois? Et ce trophée-là, on va te donner un SBT qui va te reward, qui te mettra en avant sur la communauté, tu vois? Sur les leaderboards, sur tout ce qu'on va pouvoir créer autour. Super, super, super intéressant. C'est vrai qu'il y a, bah, tu parlais avant de Samy. C'est vrai qu'il y a très peu de jeux français dans le monde un peu gaming comme ça, qui fait du play to earn, qui mélange Web 2, Web 3. On n'en voit pas beaucoup. Et franchement, ça fait plaisir de voir la communauté française qui se lance, et qui fait les choses et qui fait les choses en grand, qui fait les choses de manière, voilà, de manière précautionneuse pour, aussi bien pour les utilisateurs que pour le long terme. Donc c'est vraiment bien. Actuellement, pour toi, quelle est justement la vision de l'écosystème français dans le play to earn? Est-ce que tu penses qu'on est en avance par rapport aux autres pays? On est au même niveau par rapport peut-être à l'Europe? Est-ce que tu as un petit peu une vision de l'écosystème du play to earn et des jeux? Bah, alors pour le play to earn, actuellement, nous, on va plus être sur un format play and earn. On Ouais, va pas faire je veux pas qu'en fait, je l'ai vu trop sur trop de projets où c'est toujours pareil, c'est les premiers qui rentrent qui prennent, la majorité ouais, et puis les autres, tu vois, ils s'engagent à fond, ils travaillent plus que le premier et ils ont rien. Ils ont ils ont 3 fois rien. rien. Là, on veut vraiment que ce soit on va mettre en place un système équitable où, si tu farmes et bah, tu auras la même reward que tout le monde, tu vois? Ouais, Il c'est y aura bien. pas plus, pas moins. Donc on va être vraiment sur du play and earn. Pour ce qui est de l'écosystème français, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On a un bel écosystème français, hein. Il y a des très beaux projets et un gros avantage que moi je vois, parce qu'en fait, j'étais pas énormément impliqué dans l'écosystème français auparavant. Je suivais ce qui se faisait, mais j'étais pas impliqué. C'est que contrairement aux autres pays et aux autres types de projets, la France est quand même très, très communautaire. On a vraiment un lien très fort entre les projets qui se fait pas naturellement, tu vois, dans les connexions dans les autres projets et je pense que c'est là-dessus qu'on doit puiser notre force. C'est que de chaque projet, on peut tous s'entraider d'une manière ou d'une autre pour rester en avant et garder ce lead-là. Maintenant, nous, avec Night on Base, on ne vise pas seulement le marché français parce que, dans la communauté des rôlistes, il y en a partout autour du monde et tu vois, là, par exemple, Arthur est en Asie. Il en profite pour aller rencontrer des studios, il en profite pour rencontrer du monde, pour, se mettre un peu dans différents écosystèmes pour après développer le jeu. Moi, ce que je veux, c'est qu'on ait une base FR parce qu'on est, Mhm. FR et je suis très fier d'être français, de pouvoir offrir ça à la communauté française en premier. Je veux que la communauté française soit un acteur majeur, tu vois? Que ce soit eux qui soient à l'initiative, qu'ils aient, les infos en premier dès le début et après, on ouvre ça à tout le monde et chacun pourra évoluer comme il le sent et tu vois, Ouais, c'est c'est pareil, quand important. on parlait des events et ben les premiers events seront toujours en FR parce que, avant tout, on sera dédié à la communauté française. Après, on va s'ouvrir aux autres marchés et on est obligé de toute manière de s'ouvrir aux autres marchés pour des raisons de stabilité. On a besoin d'aller chercher des users un peu partout. Ouais, c'est clair, c'est clair. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter là pour on a parlé un peu de la roadmap, mais qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour toi,
pour Knight on Base dans les prochaines semaines, les prochaines années, enfin mois à venir? On va parler encore d'années. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter qui serait vraiment le game changer pour vous? Pour nous, le premier game changer, ça va être de créer une grosse communauté. À partir du moment où Ouais, on aura une belle communauté, déjà, ça va booster tout le monde. Tu vois, on sera tous plus fiers les uns des autres parce qu'on aura réussi. Ça sera un très très gros achievement. Moi, si je crée ce jeu, c'est avant tout pour avoir de la communauté, pour que les gens se rencontrent, qu'il y ait du lien entre les gens. Et si on arrive, si on arrive ce défi-là, on aura réussi. Tu vois, pour moi, on aura réussi 80% du projet. Le reste, c'est à nous de pleurer, de verser toute notre sueur pour que ça travaille très dur. bosser Mais dur. si déjà on arrive à délivrer quelque chose qui plaît aux gens et que les gens viennent parce que ça leur plaît, bah, déjà je pense que ouais, on aura réussi une belle partie du projet. Génial. Bon, alors, pour toutes les personnes qui nous écoutent, si vous voulez rejoindre la communauté et faire partie de cet écosystème qui est incroyable, il y a tous les liens qui seront en description du podcast. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et justement, Dorian, pour les personnes qui nous écoutent, quels sont les meilleurs moyens de rejoindre la communauté? Tu nous as parlé de Twitter. Il y a d'autres endroits qui sont bien pour rejoindre la communauté? Je Pour pense ceux que qui n'ont le pas premier Twitter, pas par exemple. le 1er pas, c'est d'aller sur Twitter, de OK, s'abonner à notre page, à s'abonner à Night on Base, d'interagir avec nous et après la deuxième step, ça va être de s'inscrire sur la waitlist pour recevoir le lien du POC au moment où on va le livrer. ça, c'est bien. Ça, Je pense que c'est ça, les 2 aspects. Après, si la personne, elle aime Discord, elle peut venir sur le Discord, il y a aucun problème. On accueille tout le monde à bras ouverts, on est très gentil avec tout le monde. trop Il faut cool. juste avoir l'esprit un peu décalé. Mais mais elle est bienvenue sur notre Discord. Voilà, si les gens veulent interagir avec moi, il y a pas de problème aussi. Il y a des gens qui veulent discuter avec moi, on peut discuter sur LinkedIn, on peut discuter sur X, je suis accessible sur tous mes réseaux. Il y a aucun souci, on prendra le temps qu'il faut pour répondre à chacun. Si les gens ont des questions supplémentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Heu, D'ailleurs, si les gens veulent venir, on commence à lancer les AMA sur X, sur les SpaceX Cool. pour que pour être justement en première phase avec notre communauté. Donc si les gens ont des questions, c'est aussi un endroit, on peut les poser sur Discord, on peut me les poser personnellement. Toutes ces choses-là, en fait, il y a des multi on a ouvert tous les canaux. Donc si la personne, se reconnaît plus, tu vois? J'ai pas envie d'inciter les gens à aller d'un côté ou de l'autre. C'est à chacun de voir son feeling à lui, comment il se ressent, comment il veut s'impliquer dans le projet et nous, on fera du C'est lien sûr. là-dessus. OK, trop cool. Dorian, on arrive gentiment à la fin du podcast et pour la fin du podcast, on a toujours pour, habitude de laisser le mot de la fin à notre invité. Le mot de la fin, ça peut être, simplement, bah, une information que tu voulais partager, que tu as pas encore eu l'occasion de partager, un sujet sur lequel tu voudrais revenir. Ça peut être tout simplement, je sais pas, un mantra que tu voudrais nous partager, peu importe. Tu as ce mot de la fin et on te laisse, finir. Et bah, ça va être très, très rapide. Je vais inciter tout le monde à suivre aussi ce que vous faites vous, parce que c'est incroyable. Ah, J'ai pour, merci, c'est gentil. Fast Talk, j'ai écouté, pas mal de talks que vous proposiez et il y a une valeur ajoutée incroyable. Donc pour les gens qui veulent découvrir le système Web3, qui veulent, simplement s'impliquer un peu dedans, bah, en fait, il y a juste à écouter ce que vous faites, prendre tous les insights et puis interagir derrière. Donc et je vais inciter les gens à s'abonner à vous, à venir aussi en contact chez nous, que les gens viennent chez nous et puis Totalement. après, que chacun se reconnaisse dans son projet et puis force à tout le monde. Ouais, bah, merci beaucoup. Merci. On voit la bienveillance de cet écosystème Web3 qui essaye de grandir, des fois contre monts et marées, parce qu'on sait que des fois, le Web3, les gens, ça peut faire un peu peur. Et voilà, tous les gens qui sont dans l'écosystème sont plutôt sains d'esprit, font les choses bien et s'entraident. Donc voilà, merci. Ça fait De partie, toute manière, ta bienveillance fait partie de cet écosystème. je pense que de toute manière, cet écosystème-là, s'il était pas sain, il s'auto-liquiderait, en fait. C'est un peu un des atouts du Web3, hein, il s'auto-épure, donc il faut que les gens soient bienveillants entre eux et puis c'est hyper important aussi que tu vois, il y a tellement de préjugés, tellement de trucs que si on veut que ça s'adopte et ben, il faut aussi, aller contre tous ces préjugés et puis montrer qu'on est des gens ouverts, on est accessibles et on n'est pas des gens qui sont cachés au fin fond d'une cave avec des terroristes. Comme des geeks. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, c'est clair. Ah bah OK. Bah, merci beaucoup Dorian et j'invite tout le Bah, monde à merci voir à les toi. liens en commentaire. Prends soin de toi, à très vite et déchire tout encore avec Night on Base. Merci, prenez soin de vous les gars.